En 1993, le professeur Philip Johnson de l'université de Berkeley en Californie invita des scientifiques et des philosophes à se réunir dans une petite ville balnéaire sur la côte centrale californienne. Des intervenants de Cambridge, Munich, Chicago et d'autres pôles universitaires participèrent à cette table ronde dans le but de réexaminer un sujet qui domine la science depuis 150 ans. Je pense que cette rencontre de Pajarod-Dune a été un moment décisif pour beaucoup d'entre nous. Chacun se posait des questions sur la théorie de l'évolution. Et chacun a apporté ses idées personnelles au débat, ce qui nous a permis subitement d'aborder les choses avec un regard tout à fait neuf. Ça a été pour moi une période très intense de ma vie. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose de bien plus satisfaisant intellectuellement que ma perspective précédente. En y repensant aujourd'hui, je crois que cela m'a motivé à regarder de plus près les preuves et à comprendre vers quoi elles aboutissent. J'ai réalisé que ceci était plus grand qu'un point de vue personnel ou qu'une discipline. C'était la naissance d'une communauté de scientifiques qui désirait désormais se pencher sur le mystère fondamental de l'origine de la vie. Parfois je me demande pourquoi on s'attarde sur d'autres sujets, car celui-ci me semble de loin le plus intéressant. D'où venons-nous? Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui fait que nous existons? Quelle est notre relation à la réalité dans son ensemble? Vous contemplez l'incroyable diversité et complexité de la vie et la question inévitable surgit. D'où vient tout cela? Est-ce le simple fait du hasard? De la nécessité? De forces naturelles non dirigées? Ou est-ce autre chose? Peut-on y voir une intention, un plan, une conception attribuable à de l'intelligence? Je pense que ces questions sont fondamentales. Les scientifiques réunis à Pajarod-Dune se proposèrent de réexaminer le mystère de l'origine de la vie, étant donné qu'ils avaient tous des doutes importants concernant les idées évolutionnistes largement répandues. Parmi eux, le biochimiste Michael Behe se demandait comment des processus naturels avaient pu donner lieu aux structures très élaborées présentes dans les cellules vivantes. Dean Kenyon, biologiste évolutionniste, ne considérait plus que la chimie puisse à elle seule expliquer les origines de la vie sur Terre. Stephen Meyer, Paul Nelson et William Dembski cherchaient une nouvelle approche pour expliquer l'origine des informations génétiques codées dans les organismes vivants. Ces scientifiques et philosophes commencèrent à formuler une alternative à la théorie centrale de la biologie moderne. Une théorie qui a pris naissance dans l'esprit du naturaliste anglais Charles Darwin. En 1831, Darwin, âgé de 22 ans, entreprit une expédition de 5 ans à travers le monde pour l'Empire britannique. Quittant l'Angleterre, à bord de l'HMS Beagle, il fit le tour de l'Amérique du Sud, puis remonta au nord dans l'océan Pacifique, vers les îles volcaniques des Galapagos. Sur cet archipel désert, à 965 km des côtes équatoriennes, Charles Darwin rencontra une grande variété d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, tels qu'il n'en avait jamais vus auparavant. Pendant plus d'un mois, il étudia les plantes et les animaux, prit des notes détaillées et récolta des spécimens. Puis, il plia bagages pour ne jamais revenir. 25 ans s'écoulèrent
pendant lesquels il développa une théorie sur l'origine des diverses formes de la vie sur Terre. En 1859, Darwin publia un ouvrage intitulé « De l'origine des espèces », dont l'impact sur la science et par la suite sur toute la culture occidentale fut très important. Darwin chercha à montrer que la vie était le produit de forces naturelles aléatoires, le temps, le hasard et un processus qu'il appela la sélection naturelle. Pendant 2500 ans avant Darwin, les scientifiques et les philosophes les plus éminents, comme Platon, Newton ou Kepler, considéraient le monde comme le produit d'une certaine conception, d'un certain plan. Mais à la suite de l'idée de Darwin concernant la sélection naturelle, une véritable transformation s'est opérée dans la philosophie scientifique. Darwin ne fut pas le premier savant à proposer une théorie de l'évolution. Mais il fut le premier à présenter un mécanisme naturaliste plausible capable d'entraîner des changements biologiques sur de longues périodes. Pour comprendre comment s'opère la sélection naturelle, examinons les pinsons que Darwin découvrit dans les îles Galapagos. 13 espèces de pinsons vivent dans ces îles et diffèrent légèrement par la taille et la forme de leur bec. Darwin rentra en Angleterre avec 9 espèces différentes de ces oiseaux. Selon sa théorie, les différentes tailles et formes des becs de ces oiseaux sont directement attribuables à la sélection naturelle. Un exemple souvent cité est celui des pinsons mangeurs de graines. À la suite des grandes périodes de pluie, on trouve dans ces îles des petites graines moelleuses en abondance. Les oiseaux, à petit bec, peuvent facilement se nourrir. Mais pendant les saisons sèches, les seules graines disponibles sont enveloppées dans des coquilles très résistantes. Elles sont là depuis l'année précédente. Dans ces circonstances, seuls les oiseaux à bec large et acéré peuvent briser ces coquilles et s'alimenter. Ces oiseaux à bec large survivent parce qu'ils peuvent se procurer à manger, contrairement aux autres volatiles. Leur large bec leur offre ce que les biologistes appellent aujourd'hui un avantage fonctionnel. Les pinsons à petit bec, hélas, meurent de faim parce qu'ils ne peuvent accéder à la nourriture. Si la sécheresse perdure, ces conditions environnementales entraînent des changements dans la population des pinsons. Avec le temps, les becs larges sont transmis aux générations suivantes parce qu'ils permettent à ces oiseaux de survivre. La sélection naturelle était une idée très attrayante. Les variations physiques avantageuses seraient héritées au fil des générations. À travers ce processus, les populations seraient modifiées et au fil du temps, des organismes fondamentalement différents apparaîtraient, sans qu'aucune forme d'intelligence ne guide ce processus. Darwin voulait tout expliquer dans l'histoire du vivant par des processus naturels non intelligents et non conçus. Et quand il chercha une explication, il découvrit que ces processus observés chez des populations apprivoisées fonctionnent aussi dans la nature sauvage. Darwin connaissait bien les élevages domestiques. Il étudiait lui-même les pigeons d'élevage et savait que depuis des siècles, des éleveurs produisaient des changements importants chez les populations animales en sélectionnant certains individus pour la reproduction. Darwin suggéra en fait que le même processus existait à l'état naturel. Pour Charles Darwin, la sélection naturelle expliquait l'apparence d'une conception sans la présence d'un concepteur. Il n'était plus nécessaire d'évoquer une cause intelligente face à la complexité de la vie. Résultat, la sélection naturelle venait se substituer au concepteur. Aujourd'hui, la science et le monde universitaire en général ont adopté les théories de Darwin. Pourtant, malgré cette large acceptation, un nombre croissant de scientifiques et de savants, y compris ceux de Pajarot-Dune, remettent en question des aspects importants du darwinisme. Quand nous nous sommes retrouvés à Pajarot-Dune, nous n'étions certainement pas d'accord sur tout, mais nous partagions une réelle insatisfaction devant le mécanisme de la sélection naturelle et le rôle qu'il exerçait dans les explications d'ordre biologique. La sélection naturelle est un processus bien réel,
qui permet d'expliquer certaines variations limitées à petite échelle. Et nous en avons beaucoup d'exemples. Mais contrairement aux espérances de Darwin, elle ne suffit pas à expliquer la profonde complexité de la vie. On a d'un côté le bec du pinson et de l'autre le pinson. Un changement mineur dans la structure d'un bec face à l'origine de l'oiseau lui-même. Ces phénomènes ne se placent pas sur la même échelle, ce sont des problèmes distincts. Le problème le plus important pour la biologie est de comprendre où la sélection naturelle opère et là où elle n'intervient pas, et la raison de cette différence. Les preuves sont très convaincantes. Chacun d'entre nous estimait que si nous laissions parler ces preuves, elles nous mèneraient dans une direction très différente, éloignée de la sélection naturelle, vers une autre conclusion sur l'origine et la nature de la vie sur Terre. La sélection naturelle n'agit que par l'accumulation de petites variations successives. Elle n'avance jamais par de grands sauts rapides, mais lentement et sûrement, par petits pas. Il est vraiment intéressant de noter que plus nous en savons sur la vie et plus nous avons de connaissances en biologie, plus le darwinisme pose problème et plus la conception intelligente apparaît. Depuis 1988, le docteur Michael B.E. étudie des systèmes biologiques complexes qui semblent défier les explications basées sur la sélection naturelle. Pendant longtemps, j'ai cru que l'évolution darwinienne expliquait tout ce que nous observons en biologie. Ce n'est pas parce que j'y voyais une explication, mais plutôt parce qu'on me l'avait dit. On m'a appris la biologie darwinienne à l'école. Et à l'université, je baignais dans une atmosphère où l'on supposait que ces théories fournissaient des explications à la biologie. Et là encore, je n'avais aucune raison d'en douter. Il y a 10 ans environ, j'ai lu un ouvrage intitulé « Évolution, une théorie en crise », écrit par un généticien australien, Michael Denton. Il avançait, contre la théorie de Darwin, de nombreux arguments scientifiques que je n'avais jamais entendus jusque-là. Et ces arguments semblaient plutôt convaincants. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une frustration, parce que j'avais l'impression d'avoir été conduit sur une fausse piste. J'avais devant moi une série de très bons arguments. J'avais décroché un doctorat en biochimie, je faisais partie du corps enseignant, et pourtant ces points de vue m'étaient totalement inconnus. À partir de ce moment, je me suis intéressé de près à la question de l'évolution, et j'ai choisi de ne plus considérer les processus darwiniens comme la seule explication à la vie. Le scepticisme de Michael B.E. découlait en grande partie des découvertes de la biologie moderne sur le composant fondamental de la vie, la cellule. Au XIXe siècle, du vivant de Darwin, les scientifiques pensaient que l'unité fondamentale de la vie, la cellule, n'était qu'un simple globule de protoplasme, un morceau de gélatine ou quelque chose de facile à expliquer. Cette idée est demeurée plus ou moins inchangée jusqu'au début des années 50. Mais pendant la deuxième moitié du XXe siècle, notre connaissance de la cellule a totalement explosé. Aujourd'hui, les technologies de pointe révèlent des mondes microscopiques très élaborés. Des mondes si petits qu'un dé à coudre de culture liquide peut contenir plus de 4 milliards de bactéries unicellules.